Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, est arrivé ce matin à Singapour où il effectue une visite de travail. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux, James Didier et Hamani Singh. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, est arrivé ce dimanche 19 janvier 2014 à Singapour, la capitale de la République de Singapour, pour une visite de travail et d'amitié. Il est accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, doyen des ministres, M. Sagos Zulkifli, accompagné par l'ambassadeur du Niger accrédité en République de Singapour, M. Ali Ilyassou. Au centre de cette visite officielle, la coopération bilatérale entre le Niger et la République de Singapour, une visite qui sera marquée par une série d'entretiens avec les plus hautes autorités du pays, des rencontres d'échanges sur plusieurs secteurs économiques, culturels et télécommunications et des visites sur le terrain. Rappelons que le président de la République est accompagné dans ce déplacement par le ministre d'État, ministre du Plan, Aboubakar Sissé, le ministre de l'Urbanisme Salah Habi, le ministre des Transports Saleh Sedou, le ministre du Commerce Alma Oumarou, le ministre de l'Hydraulique Wassalke Boukari et Seydou Sidibé, ministre directeur du cabinet. Du 13 au 17 janvier 2014 s'est tenu à Dakar, au Sénégal, le 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies autour du thème le chômage des jeunes de l'agenda post-2015 des Nations Unies. La première dame, Dr Malika Issoufou, a été représentée à ce sommet par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam, dans la capitale sénégalaise. Il s'est agi pour les jeunes venus de 54 pays d'Afrique et de la diaspora et les représentants des organismes internationaux et régionaux de réfléchir sur la problématique du chômage des jeunes et faire des propositions concrètes et envisager des initiatives à même de contribuer à l'atteinte des OMD. Compte rendu, Elhaj Salif Garba et Rabi Bakou. Du 13 au 17 décembre 2014, Dakar a été la capitale de la jeunesse africaine. En effet, le sommet des jeunes leaders qu'elle a abrité a mobilisé environ 500 jeunes venus de 54 pays d'Afrique et de la diaspora pour discuter, échanger sur la problématique du chômage des jeunes, un défi de taille qui se pose aujourd'hui au continent. Cette rencontre dont l'ouverture des travaux a été présidée par Mme Aminatou Touré, Premier ministre du Sénégal, en présence des représentants des institutions et organismes internationaux et de représentants des premières dames, est donc une rencontre d'envergure qui a pour objectif de statuer sur l'avenir de la jeunesse dans l'agenda post-2015 des Nations Unies. La première dame, Dr Malika Issoufou, a été représentée à ce sommet par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam. Les leçons que nous pouvons tirer de cela, c'est d'abord la prise de conscience réelle de la situation ou de la position qu'occupent les jeunes dans le monde entier. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est la prise de conscience qu'il faut effectivement s'occuper de cette frange de la population qui constitue aujourd'hui, surtout pour nos pays africains, la majorité de la population et qui constitue également un levier de développement si on s'en occupe et un danger si on ne s'en occupe pas. Alors il faut dès à présent réfléchir pour voir au niveau des OMD quelles sont les dispositions qu'il faille prendre pour que cette jeunesse contribue effectivement au développement de nos différentes nations et contribue également à la stabilisation du continent africain quand on sait tous les soubresauts qui sont en train de naître ça et là dans nos différents pays. Et cela, ce sont les jeunes et les femmes qui en pâtissent. Il s'est agi donc dans la capitale sénégalaise d'un sommet des jeunes organisé par les jeunes et pour les jeunes qui marque le début d'une concertation mondiale des jeunes leaders qui permettra de jeter les jalons du 2e sommet mondial des jeunes leaders qui se tiendra en septembre 2015. L'objectif est d'en sortir un document consensuel et le positionnement de l'emploi et l'acquisition des capacités en matière d'entrepreneuriat des jeunes dans le cadre des OMD et du cadre conceptuel dans l'agenda post-2015. Ainsi, en matière de l'emploi des jeunes, l'exemple du Niger a marqué plus d'un participant.
Nous reviendrons plus en détail avec nos envois spéciaux sur le sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies dans nos éditions de demain. Clôture hier après-midi à l'hôtel Gaoué de Niamey de la table ronde de mobilisation de ressources au profit du programme Arlit Sarho, Arlit la Coquette en Tamajek. C'est le ministre délégué à la décentralisation qui a présidé la cérémonie en présence de nos reporters Abdelrazak Amadou et Abdoulaye Hamidou. L'objectif assigné à cette table ronde est de contribuer à la création d'un cadre de vie décent aux populations de la commune d'Arlit à travers la construction d'ouvrages d'hygiène et d'assainissement tout en réduisant le chômage des jeunes. Aménager environ 9 km de rues pavées et 3 carrefours, installer des feux optiques et assainir les caniveaux en béton, collecter et traiter les eaux de ruissellement. D'importantes recommandations ont été faites. Exécution d'études d'APD complète par le cabinet technique agréé avant exécution. Exécution d'une étude d'impact environnemental et social. Mise en place d'une équipe de contrôle et de suivi technique du programme. Mise en place d'un plan de communication. Mise en place d'un programme d'entretien des ouvrages existants et à réaliser. Étendre le projet en prenant en compte la composante eau et la gestion des ordures. Prendre en compte la question de la pollution radioactive, entre autres. Les annonces et engagements pour le financement du programme Arlit Sarho, inscrits dans le cahier, dans le registre officiel d'engagement. La commune urbaine d'Arlit, 329 705 279 francs. En prenant la parole, le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses, Mohamed Sanoussi El Hadji Samoro, a remercié tous les participants et partenaires pour la mise en œuvre de ce programme. Les féliciter, mais aussi encourager ceux qui ne se sont pas prononcés. Je me dis que ce n'est pas qu'ils sont en train d'hésiter, mais peut-être ils sont en train de réfléchir pour voir concrètement ce qu'ils peuvent faire. Pour moi, ce n'est pas une hésitation. Pour moi, celui qui s'est déplacé, venir à la séance d'aujourd'hui, il est venu avec l'intention de participer. Donc on ne va pas leur accorder d'autres minutes pour se prononcer, on les laisse réfléchir, mais on espère sincèrement qu'ils vont participer. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous rassurer que le gouvernement est derrière ces projets et que le gouvernement va mobiliser tous ses efforts pour la concrétisation de ces projets. Cette table ronde de mobilisation de ressources au profit du programme Arlit Sarho s'est achevée sur une note de satisfaction, ce qui constitue, à n'en point douter, le point de départ de nombreux d'autres projets et programmes de développement. Une mission conduite par le secrétaire général adjoint de la région a visité plusieurs réalisations du projet Filets sociaux. Les détails avec nos reporters Abdoulaye Soumana et Jibounou. Il s'est agi pour cette mission d'aller sur le terrain, constater de visu les réalisations faites dans la région dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Filets sociaux. À Amanas, dans la commune rurale d'Inates, département d'Aïrou, c'est des travaux de réalisation de bandes sur 900 km qui sont exécutés. Ces activités de 60 jours bénéficient à 600 ménages vulnérables des villages de Agaï, Amanas, Tidirgalen, Yassan, Ingarletan et Tagabat. Cette deuxième phase de Cash for Work dans la commune rurale d'Inates permet d'offrir un emploi temporaire à 36 000 hommes jour pour une enveloppe de 47 160 000 francs CFA et permet de renforcer la résilience des ménages vulnérables et de sécuriser les ressources fourragères pour la mise en place de mécanismes d'atténuation de l'insécurité alimentaire, de contribuer à la protection de la végétation pendant la saison sèche et de réduire l'exode des bras valides. Sur place, les membres de la mission ont eu d'amples explications sur le processus de mise en œuvre de ces activités et les contraintes rencontrées.
À Toulamé, dans la commune de Goté, la mission a visité un site de récupération de terre exécuté dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet filets sociaux. Les travaux ont duré 60 jours et ont permis de récupérer 42 hectares sur les 71 prévus de terres dégradées. 5220 hommes jours issus des villages de Toulamé, Kongekwara, Lokia et Boga sur les 9000 attendus ont exécuté ces travaux et ont engrangé plus de 5 millions de francs CFA. Au cours des échanges avec les responsables et les bénéficiaires, la mission a pu constater que la participation physique attendue n'est pas atteinte et concomitamment les réalisations physiques et financières au terme du micro-projet. À toutes les étapes, le secrétaire général adjoint de la région a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État Issouf Mahamadou à ses populations. El Hadji Arimani Mamadou a situé toute l'importance de ces travaux et leur place au sein du programme de renaissance du Niger et les importants moyens déployés par l'État et ses partenaires. Il a exhorté les populations à s'approprier ces réalisations et à soutenir les initiatives des plus hautes autorités de notre pays pour un rayonnement harmonieux du Niger. À Tawa également, on a procédé au lancement de l'opération Cash Transfert au titre du projet Filets sociaux. La mission à ce niveau est conduite par El Hadji Mangoni Boulama, secrétaire permanent du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires. Cette mission a également visité des réalisations dans les départements de Madawa et Keita, compte rendu Fajimata Gabidine et Laolissini. C'est par le site de Tambay sédentaire du projet Filets sociaux que la mission conduite par le secrétaire permanent du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires, El Hadji Mangoni Boulama, accompagné d'une forte délégation, ont commencé la visite de supervision dans la journée du 16 janvier 2014. La mission conduite par El Hadji Mangoni Boulama, qui avait visité 2 sites de récupération des terres de l'année 2013, celui de Tambay sédentaire et Guidan Haïdo, commune rurale de Sabon-Guida, a aussi visité 2 villages ayant bénéficié de cash transfert au bénéfice des retournés de la Côte d'Ivoire et de la Libye. Il s'agit du village de Tchimbabaten, commune de Garhanga, et de Takashouar, commune de Ibohaman. À cet effet, El Hadji Mangoni Boulama a livré un témoignage du bilan de sa mission. Je saisis cette occasion pour cette occasion de lancement de la 2e phase de cash transfert dans le cadre du projet Filets sociaux de la cellule Filets sociaux de Tawa pour vous apporter les témoignages suivants. Les opérations ont été conduites, bien conduites, et les populations bénéficiaires, soit 240 ménages, en sont très satisfaits. 240 ménages sur l'ensemble des sites que nous avons visités. Et 109 épouses d'hommes retournés forcés de Côte d'Ivoire et de Libye, des villages de Timbabatan, Garhanga et de Karkama, Iboaman, ont bénéficié de 10 000 francs CFA par femme pendant 12 mois sous forme de cash transfert inconditionnel, soit pour ces 2 villages seulement 13 80 000 francs CFA. Ces femmes se sont organisées en 3 groupements féminins et ont cotisé 1 000 francs par femme et par paiement pour alimenter des caisses de réserve à hauteur de 1 291 000 francs CFA, avec lesquels elles ont constitué des stocks de réserves alimentaires. Le secrétaire permanent du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires n'a pas manqué de rappeler l'importance du cash transfert, contrairement aux idées qu'on peut s'en faire. Le cash transfert peut être source d'épargne et facteur de sécurité alimentaire pour les bénéficiaires, car, comme nous l'avons vu au cours de cette mission, il a tendance à bourgeonner, à fleurir, à fructifier et à s'auto-développement. Ainsi, le village de Ifrikawan, commune rurale de Tajaye, a servi de cadre dans la journée du 18 janvier 2014 pour le lancement officiel du programme de transfert monétaire 2012-2017 au profit de 6 000 ménages les plus vulnérables de la région de Tawa. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région de Tawa, M. Salifou Bamo, n'a pas manqué de rappeler l'objectif de ce projet. L'objectif de ce projet est de mettre en place et soutenir un système de filets sociaux, ce qui contribuera à améliorer l'accès des populations pauvres
et menacés d'insécurité alimentaire au programme de transfert d'argent et de travaux communautaires communément appelés rémunération contre travail. Il a, avant de terminer son propos, réitéré leurs sincères remerciements aux autorités administratives et coutumières, à l'ensemble de la commune rurale de Tajaye, qui sont sortis massivement pour un accueil chaleureux. Les premiers bénéficiaires ont reçu leur argent de la main des autorités administratives et coutumières présentes à la cérémonie. Mission similaire de la région du Maradi. Elle a sillonné les communes des départements de Guidarumji et Mayaï. Reportage Ibrahim Hassimiso et Sanoussi Garba. L'objectif global assigné à cette mission, vous l'avez dit, est de superviser les activités du projet fileux sociaux, un instrument de protection sociale dans certaines de ces zones d'intervention. Il s'agit plus spécifiquement, entre autres, d'apprécier sa mise en œuvre globale, constater l'état de réalisation, rencontrer les acteurs de terrain, échanger avec eux pour recenser les difficultés et formuler à la fin des recommandations. Elle a fait une dizaine de villages, des communes de Guidansori, Saï Saboua et Issaouan. Il faut rappeler que c'est dans un contexte d'insécurité alimentaire que le gouvernement du Niger a mis en place un système permanent de filets sociaux afin d'améliorer l'accès des populations pauvres et menacées d'insécurité alimentaire au programme de transfert d'argent, qui est le cash transfert, et de travaux communautaires, qui est le cash for work, la cellule filets sociaux et la structure chargée de mettre en œuvre toutes les interventions en cette matière. La mission a duré 3 jours et a considéré aussi le volet comportemental, à savoir des informations et de la sensibilisation des populations sur les pratiques familiales essentielles. Elle a aussi été l'occasion de procéder hier samedi au lancement des opérations du cash transfert dans le village de Meilel-le-Mazadou. C'est dans la commune rurale de Issaouan. Il est bon de rappeler que ce projet de filets sociaux pour faire face à cette insécurité est entré en vigueur en octobre 2011. Il doit durer 6 ans pour un coût total de 35 milliards de francs CFA pour le Niger. Ce lancement concerne les opérations de cash transfert au titre de la seconde tranche de cette première phase. Elle consiste à distribuer 10 000 francs aux femmes les plus vulnérables des villages retenus par mois et pendant 24 mois. Opérations qui ont démarré en mars 2013. J'ai saisi cette opportunité pour exhorter les ménages bénéficiaires à adopter de meilleurs comportements et à utiliser le cash dans le strict de l'amélioration de leur situation alimentaire et nutritionnelle déjà précaire. Cette mission vient en prélude à la réunion du comité de pilotage instance suprême qui se tiendra à Terra du 20 au 21 de ce mois. Selon le chef de l'équipe venu du niveau central, Aliou Abdali, les constats sont satisfaisants. Donc au terme vraiment de cette mission, nous faisons une motion spéciale de remerciement aux autorités de la région de Maradi, le gouverneur en premier, et au niveau des autorités communales pour nous avoir vraiment facilité la tâche pour mener cette mission de supervision à terme. Il est à noter enfin que les membres de la mission de supervision ont rencontré au début comme à la fin les autorités administratives pour les informer et leur faire part en même temps de leurs préoccupations et de celles des populations bénéficiaires qui ont beaucoup remercié les autorités de la 7e République. Restons à Maradi où au terme de son périple, la mission d'information et de sensibilisation sur la réforme des examens du CFEPD et CEP franco-arabe a fait le point des différentes rencontres qu'elle a eues avec les acteurs de l'éducation de base, compte rendu Moussa Jariri et Imran Idrissa. La rencontre d'échange avec les syndicats, les structures des parents d'élèves et les membres de la société civile a constitué la dernière de cette série de rencontres des membres de la mission avec les acteurs de Maradi. Comme au niveau des autres étapes, à Maradi, les exposés et débats se sont focalisés sur le processus ayant abouti à la réforme des examens du CFEPD et du CEPE franco-arabe, au mode d'évaluation des élèves, à la procédure d'orientation, à l'évaluation de la réforme elle-même et aux mesures d'accompagnement ainsi qu'aux recommandations. Au terme de toutes ces rencontres, le chef de la mission, Ari Abami, tire les leçons. Le processus a commencé depuis 2010 et tous les partenaires
tous les acteurs ont été associés à ce processus qui a consisté à organiser des forats régionaux qui ont associé et les acteurs et les partenaires de l'école. Ensuite, il y a eu un forum national qui a fait le débat sur le bien fondé ou non de la réforme. Et à la dernière réunion des cadres du ministère de l'Éducation nationale tenue ici même à Maradi en mars 2013, les acteurs ont été sensibilisés, informés du contenu de la réforme. Et donc nous pensons que c'est le début de la vulgarisation de la réforme. Le syndicat national des travailleurs du pétrole, le SINATRAP, tient depuis ce matin à Niamey son congrès statutaire, congrès de l'objectif est de permettre aux participants de débattre des préoccupations de l'heure et doter le dit syndicat d'organes exécutifs forts. Reportage Djouari Siaka et Issaka Issa. Les travailleurs du secteur du pétrole se sont organisés et ont compris la nécessité de lutter pour acquérir des avantages, mais aussi pour améliorer leurs conditions de travail. Ce congrès vise à redynamiser cette organisation en mettant en place un bureau exécutif capable de défendre leurs intérêts. Il est aisé de constater que la création du SINATRAP a permis des changements dans les relations de travail. Ainsi, des négociations ont été menées dans certaines compagnies du secteur ayant abouti à la signature de protocoles d'accord qui ont permis d'engranger et ou d'espérer des acquis importants pour les travailleurs. Cette logique se développera et s'étendra à toutes les autres compagnies qui traînent encore les pas. Ces dernières doivent se convaincre qu'elles peuvent résister un bout de temps, mais qu'elles ne peuvent pas résister tout le temps à la détermination de plus en plus grandissante des travailleurs à défendre leurs droits. Le syndicat se doit aujourd'hui d'être un partenaire. C'est pourquoi le ministère de l'Énergie et du Pétrole se réjouit de l'avènement du syndicat national des travailleurs du pétrole, SINATRAP. L'affirmation de toute organisation, notamment syndicale, découle de sa crédibilité face à ses interlocuteurs. Déjà, par le programme que SINATRAP a engagé pour la mise en place des délégués du personnel dans les sociétés pétrolières, notamment la CPTDC Niger, CSI Niger, CNPCN Niger, BGP Niger, etc. Le ministère de l'Énergie et du Pétrole a salué l'approche qui a permis de préserver la sérénité dans les rapports entre les travailleurs et ces sociétés. J'ose espérer que le dynamisme qui vous a toujours animé depuis la création du SINATRAP soit perceptible dans les résultats de vos travaux à travers des recommandations qui, j'en suis convaincu, prendront en compte l'intérêt national. Les résultats des travaux de ce premier congrès statutaire du syndicat national des travailleurs du pétrole sont prévus pour demain. Célébration hier après-midi à Niamey du 3e anniversaire du rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger. Cet anniversaire, placé sous le thème « Lutte contre la corruption au Niger », est une occasion pour cette organisation apolitique de faire le bilan de ses activités. Le compte-rendu avec nos reporters Djouari Isiaka et Tahirou Hassan. Créé le 18 janvier 2011, le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger a pour mission principale d'accompagner le processus de renaissance du Niger. Pour cela, des sessions de formation politique, idéologique et de renforcement des capacités de ses membres autour des différents axes du programme de renaissance ont été organisées. La sensibilisation des jeunes sur le contenu du programme, le rôle et la place de la jeunesse dans le processus de renaissance, la vulgarisation des grands chantiers entrepris par le programme de la renaissance ont été entre autres l'œuvre du rassemblement. Je voudrais à cette occasion solennelle rendre un hommage mérité aux responsables de la Halsia avec à leur tête le président Issouf Brema qui a su impulser une dynamique sans précédent dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, permettant ainsi à notre pays d'améliorer significativement et considérablement sa position sur l'échiquier mondial en ce qui concerne l'indice de perception de la corruption dans le monde. Le RGRN se réjouit également des efforts fournis par les autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République, pour avoir réussi à garantir totalement les libertés individuelles et collectives,
et des populations en général et celle de la presse nigérienne en particulier. C'est aussi une occasion pour le RGRN de réitérer son engagement sans faille à travailler main dans la main avec la Halcia pour relever les défis de lutte contre la corruption au plan économique et social. Sur le plan de l'emploi, le LGRN félicite et encourage les autorités de la 7e République d'avoir réussi un recrutement de plus de 25 000 jeunes à la fonction publique. Il faut en outre noter qu'au-delà de la fonction publique, des emplois permanents et semi-permanents sont créés. Les uns sont issus du secteur privé, les autres, quant à eux, sont relatifs aux travaux des grands chantiers de la Renaissance. C'est pourquoi le Rassemblement des jeunes pour la Renaissance du Niger, LGRN, lance un appel en direction de la jeunesse afin qu'elle participe efficacement à la préservation, à la consolidation et à la pérennisation de ces grands acquis apportés par les autorités de la 7e République à travers le programme de Renaissance. Le parrain de cette cérémonie a encouragé les actions de la RGRN et les appels à persévérer sur cette lancée. Le président du Rassemblement a également félicité les autorités de la 7e République pour les efforts consentis dans le secteur de la santé, l'éducation et de l'instauration d'un climat de sécurité pour le bien-être des populations nigériennes. Je vous propose à présent de suivre quelques points saillants de l'actualité africaine en plus bref et en images. C'est une sélection commentée par Caroline Pelé. Le chef de l'État malien termine sa visite de 2 jours à Alger. Sous couvert d'une réunion de travail, le président Ibeka vient parler des négociations dans l'impasse avec les groupes armés du Nord Mali. Certains de ces groupes demandent à l'Algérie de jouer les facilitateurs. Problème, les rebelles Touaregs du MNLA ne sont pas d'accord. Ils préfèrent la médiation internationale. Une médiation que Bamako juge trop favorable aux rebelles Touaregs. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise est formel. La ville de Bor a été reprise aux rebelles menés par Riek Machar. Depuis le début du conflit le 15 décembre, Bor, capitale de l'état stratégique du Jonglei, a déjà changé de main 4 fois. La rébellion confirme son repli qualifié de tactique. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui la ville, se réfugiant auprès de l'ONU ou des pays voisins. Nouvelle incursion au Cameroun des islamistes nigérians de Boko Haram. Des combattants de la secte ont traversé jeudi la frontière pour préparer une attaque contre un commissariat nigérian. L'armée nigériane a répliqué. Les affrontements ont duré 4 heures. Des obus sont même tombés sur le sol camerounais. Les avions nigérians ont violé le territoire camerounais. Ils ont largué des bombes qui sont tombées pas très loin du bureau de la douane. Bilan selon la police camerounaise, une quinzaine de Nigérians tués dont 2 militaires. Plusieurs blessés aussi côté camerounais. Restons sur le continent et au Cameroun avec ce fait divers. Vous allez le voir, des villageois finissent après plusieurs semaines de traque de neutraliser des boas qui semaient la panique dans leurs champs. C'est en chantant que ces cultivateurs camerounais rentrent de leur journée de labeur. Ils sont heureux et pour cause, ils exhibent fièrement 2 grands boas qu'ils viennent de tuer dans les champs. Des reptiles de plus de 3 mètres qui semaient la terreur depuis un mois et qui empêchaient les hommes du village Bayong de travailler sereinement. C'est après l'organisation d'une battue et une grande frayeur que les boas ont enfin pu être capturés. C'est avec fierté que les chasseurs de serpents racontent leur exploit. Il envoie la machette, il prend d'abord le dos là, on lève la tête, il reprend encore la deuxième fois. C'est quand ceci maintenant fuit, celui-ci aussi sort en bas de son ventre. Les deux directement, tous nous combattons, on les abat comme vous voyez. Après la bataille de ces serpents, moi le catéchisme du groupe, j'ai organisé une prière. Nous avons prié la Vierge Marie qui neutralise les nœuds et qui donne le pouvoir, la Vierge Marie qui donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Les reptiles sont emmenés au village. Ils sont transportés comme un trophée, notamment par les enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de voir de tels spécimens. Tous les habitants ont arrêté leurs activités pour venir voir la prise. Une fois présentés au chef du village, place au dépeçage. Dans cette région, située à 150 km de Douala, la viande de serpent est très prisée. Les serpents sont donc découpés en petits morceaux et mis aux enchères. Les plus chanceux repartiront avec un
se souviendra longtemps de ce jour où les 2 bois passés, permettant ainsi aux cultivateurs de retourner au champ sans avoir la peur au ventre. Sport football, 7e journée, Ligue 1 Orange. L'Olympique Football Club s'est hier difficilement imposé face au Kandaji. Score final, 1-0 en faveur de l'OFC. Le résumé de la rencontre avec Pascal Gauthier et Issouf Suleiman. Pour le compte de la 7e journée Ligue 1 Orange, l'Olympique Football Club en rouge recevait hier au stade municipal de Niamey le nouveau promu de cette compétition, Kandaji Sport en bleu. Pour cette ultime rencontre entre les deux formations, le spectacle était au rendez-vous. Face à ce beau jeu des Bleus de Kandaji, les hommes de Hassan Bakiré avaient eu toutes les difficultés de s'imposer. Avertis à plusieurs reprises, les Lions de la Croussou ont failli se faire surprendre à l'image de cette action. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les hommes de Hassan Bakiré reviennent avec un visage serein, mais face à cette jeune formation de Kandaji, la mayonnaise a refusé de prendre. Ainsi, sur une action collective des Rouges et Blancs de la Croussou, l'expérience a prévalu. Kouaté Seydou donne espoir à toute une formation désespérée à 2 minutes du temps réglementaire. Il sort final 1-0 en faveur des Rouges. C'est un sentiment de joie et de fierté dans la mesure où les enfants se sont surpassés pour avoir cette victoire. On en avait tellement envie que vraiment ça va nous permettre maintenant d'avoir un élan, un ascendant dans la poursuite du championnat. Au début, j'étais confiant, mais au fur et à mesure que les minutes s'engrenaient, je me disais que ça va être difficile. Surtout vers la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps. Mais après, mes joueurs se sont ressaisis, on a pu prendre le match en main et Dieu nous a donné la chance, on a marqué le but. Olympique, babban team ne ba karamin team ne a ganin domin na prepare sosai amma sun samu sa suka ci mu kuma an sauran miti biyu sai suka sa yaron na sun yi kokari yayi amma akwai mutuwa da yawa in ba haka ba da mun yi wani abu yaro karami in ka yi magana yana ji ya zauna shi yasa na cire yaro karami amma yanzu muka fara da na zo wannan gari kaman wata uku ne in muka kai kaman shekara sun yi wani abu. Belle opération pour les Lions de la Croussou qui se repositionnent dans cette compétition après avoir enregistré une défaite 0-2 face à la Kokana et un match nul face à l'Urana. Pour leur prochaine sortie, l'Olympique Football Club recevra l'Union sportive de la Gendarmerie nationale et les hommes de Nana White s'opposeront aux Zumunta Athletic Club. C'est la fin de cette session d'information dominicale. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et bon début de semaine à tous.